En fait, ce qui est marrant, c'est que tu changes ta perspective par rapport au vol, parce que pour les parapentistes purs et durs, le grand jeu, c'est de faire des triangles, des trucs pointus, et de faire le plus grand triangle possible dans le ciel. Ton but, c'est de voler 10 heures, de faire 200 km. Et là, pendant la traversée, moi, si je volais parfois... J'ai fait des vols d'une demi-heure où j'étais super content parce que ça te permet de traverser toute une vallée. Tu te dis yes, tout ça, je vais pas devoir marcher. Et en fait, tu changes du coup toute ta perspective sur la pratique. Et il y a des tout petits vols parfois qui sont trop bien, ou bien quand tu arrives à atterrir sur le sommet d'une montagne et puis dormir là. Mais je pense le grand moment de vol de toute la traversée, c'est quand j'ai décollé du refuge juste sous le Cervin. Il y a eu directement un rapace qui tournait aussi dans une ascendance, et donc on a tourné ensemble sur les flancs du Cervin. Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, toutes les explications sont sur storylifique.com. Merci. À 25 ans, Guillaume Funk, un passionné de montagne, s'est lancé dans une paralpine. Un rêve mi-fou, mi-fun de traverser les Alpes de la Slovénie à Nice en mode parapente, alpinisme et papate, plus une bonne dose de copains. Il va nous parler de sa passion, des moments de kiff comme de galère pendant la réalisation de son grand projet, ses pires recettes comme le couscous à l'eau pétillante, ses plus belles grimpes et de ce qu'il y a eu de plus beau dans l'aventure, les partages. Un défi plein de fraîcheur qui va vous envoyer un max de vent frais entre les oreilles. Bonjour Guillaume Funk. Bonjour Anne B. Ça fait très plaisir de te recevoir à Namur, chez moi carrément. Ça, c'est les plus beaux enregistrements. Je suis trop contente. Et tu as eu une grande première de ton documentaire hier en plus. Apparemment, c'est bien passé. Donc, t'es chaud là, comme on dit. Ouais, exact. Ouais, hier, c'était l'avant-première du film sur la traversée des Alpes. Donc, Oui, voilà. Donc, tu viens nous parler, toi, de la paralpine, qui a été ton projet. Donc, je vais te laisser te présenter et présenter ce beau projet. Ouais. Du coup, moi, c'est Guillaume, j'ai 26 ans et je suis passionné de montagne depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, je suis belge d'origine et j'ai eu la chance de découvrir un peu ce monde de la montagne assez jeune, à 13 ans. Et puis après, j'ai commencé à en faire beaucoup et voilà. Et puis maintenant, j'ai fini mes études d'ingé d'abord à Louvain-la-Neuve, puis en France. Et puis je me suis installé à Grenoble pour pouvoir profiter encore plus des montagnes, en faire un max. Et du coup aussi pour pouvoir concrétiser ce projet qui me faisait tant rêver, de traverser les Alpes en parapente de la Slovénie jusqu'à Nice. Et donc aussi la spécificité du projet, c'est qu'il y a 10 potes qui m'ont rejoint sur chaque sommet, parce que je voulais faire des sommets en alpinisme aussi. Et je reliais entre les sommets en parapente. Et donc c'est vraiment un projet aussi pas mal tourné autour de l'amitié, du partage et tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans un film qui s'appelle La Paralpine, et qu'on a projeté pour la première fois devant 500 personnes hier à Stockel, à Bruxelles. Oh, génial. Donc 500 personnes alors, ça impressionne. Ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que au début, je comptais faire ça dans un petit cinéma à côté de chez moi, et puis il n'était pas dispo parce qu'il refaisait la carpette. Et du coup, j'ai dû trouver une autre solution. Et il y avait ce cinéma qui était dispo avec 500 places. J'avais un peu les boules, je pensais qu'on allait être 50. Et finalement, on a réussi à le remplir. Donc, trop bien. C'était vraiment génial de pouvoir montrer ça pour la première fois aux copains, à la famille. Vraiment très chouette. Oui, aux copains des copains, parce que soit tu es une famille vraiment très, 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 très importante, soit... Ouais, effectivement, il y avait aussi pas mal de monde que je connaissais pas. Donc, D'accord, ouais, vraiment bien. Et donc, moi j'ai pu voir ce film, un peu à la bourre, n'est-ce pas? Mais il est super sympa. Franchement, je suis aux 10 dernières minutes. J'ai pas la chute. Là, je pense qu'il t'en reste même pas 10. Le suspense reste entier, quoi. Ouais. Enfin, je pense que tu arrives au bout. Ouais, je te dis pas, mais... C'est pas de spoiler. Ben, je pense que justement ma petite fille avait des questions sur ça. Mais donc c'est parapente, alpinisme.
Mais tu reconnais certainement bien aussi des rochers tout près de chez moi, si tu as fait de l'alpinisme. Moi, j'ai grandi à côté des rochers de Freyr. Ouais. Voilà, donc je voyais tout le temps les gens qui passaient avec leurs clochettes. Enfin, non, mais c'est la gling, gling, gling. C'est les Gilles de Binche, hein, quand vous passez avec les cordes et les mousquetons. Donc, ouais, c'est bien sympa. Et j'ai vu qu'il y avait des photos. Tu connais peut-être aussi Pablo Recourt. Ouais, bien sûr, il était là hier. Voilà, ok, il est dans le podcast aussi. Trop bien. Pour écouter. C'était un chouette entretien aussi. Ah ouais, c'est un chouette. Et donc, tu as fait aussi du ski alpinisme, toi? Donc c'est... Ouais, du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, le ski alpinisme, c'est du ski de randonnée, mais en compétition. Donc c'est un peu une course-poursuite en montagne, quoi. On a souvent 5 montées, 5 descentes, et le but c'est de faire le parcours le plus vite possible. Et donc ça fait aussi un moment que j'en fais. Je suis moyennement bon, enfin ça va, je me débrouille, mais par rapport aux meilleurs, évidemment, il y a encore une grosse marge, mais c'est vraiment un sport qui me plaît beaucoup parce que ça permet d'être au milieu des montagnes, de faire des grandes journées où tu fais plein de montées, plein de descentes, plein de sommets. Ça, je trouve ça vraiment top. Et puis du coup, il y a les compétitions. Enfin, moi, je suis un petit peu compétiteur, mais ce qui me plaît surtout, c'est l'ambiance. Ouais, l'ambiance et surtout de te donner à fond et de finir complètement éclaté à la fin. Et du coup, pour ça, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, il y a, et j'en profite pour le mentionner, il y a les championnats de Belgique de ski alpinisme qui ont lieu chaque année. Alors, ça n'a pas lieu sur un terril à Charleroi. Oui, j'allais dire, mais on les fait où exactement? Mais, on les exporte. Ouais, on les exporte, on s'incruste dans des compétitions en Suisse ou en France. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup rire les Français et les Suisses qu'il y ait des championnats de Belgique. Mais ça existe. Et ce qui est cool, c'est que cette année, on était 40 et en fait, j'essaye de ramener un max de copains et de copines et ils viennent avec leur matériel lourd parce que c'est quand même assez spécifique. T'as des bottines en carbone hyper légères, normalement, des skis tout fins. Et là, les gens, ils venaient avec du matériel pas du tout adapté, mais donc c'était bien rigolo. Après, on a fait une grosse soirée, c'était chouette. Voilà, la réputation des Belges comme étant des petits rigolos. Ouais, c'est ça. Mais on est toujours là. On en profite pour le... Voilà. On fait le spectacle en plus. Ouais, j'avais Inka Belles qui avait été championne du monde de ski à l'Olympique. Ouais, je pense que c'était aux Jeux Olympiques de ski alpinisme qui passait sur le podcast. Oui, une d'Andorre. Donc, trop bien. Ouais, ça c'est chouette. J'avais eu aussi le coureur François Den. Ah ouais. Qui était passé sur le podcast aussi. Excellent. On avait plutôt parlé trail cette fois-ci. Ouais. Je ne désespère pas de le revoir une fois pour qu'on parle plutôt du ski alpinisme. Ça pourrait être sympa. François Den, il fait aussi du ski alpinisme. Mais oui, c'est pour ça que je dis, ça serait bien de l'interviewer une fois sur ce volet-là. Ouais. Et donc, ta préparation pour ta transalpine, du coup, j'étais dans Pyramenta, moi, paralpine. Voilà, ta paralpine, pardon. Tu avais quand même bien préparé ça. Avec des stages, par exemple, parapente en situation difficile. J'ai vu au-dessus du lac d'Annecy. Ouais, ça s'appelle des SIV, c'est stages de simulation d'incidents de vol. Donc, c'est des stages où, en gros, un peu le point faible d'un parapente, c'est que c'est une structure gonflable. Et du coup, ça peut se dégonfler. Et quand t'es en l'air et que t'as ta voile qui se ferme, on dit, et que du coup elle se dégonfle et qu'au-dessus de ta tête il n'y a plus rien, ça devient embêtant. Donc pour apprendre à se débrouiller dans ces situations-là et pas être pris de court, on a des stages avec un moniteur qui est formé pour et qu'on a à la radio, et du coup on a briefé avant toutes les manœuvres qu'on va faire. On fait petit à petit des manœuvres de plus en plus difficiles. Puis après, du coup, on les exécute au-dessus du lac. Et on le fait au-dessus d'un lac parce que, au cas où on doit tirer le parachute de secours, comme ça, on n'atterrit pas sur les fesses. Parce qu'on peut se faire mal même en atterrissant avec le parachute de secours. Mais voilà, et du coup, j'ai fait ce stage-là. Enfin, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 4 en tout au fil des années. Et c'est vrai que c'est super important pour avoir plus de marge de marge technique, de bagage qui te permet de savoir comment réagir. Parce que quand ça t'arrive pour de vrai, c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Ça t'est arrivé ? Non, des petits incidents de vol, mais pas des gros vracs, comme on dit. Pas des gros vracs, d'accord. J'ai appris plein de choses avec ton film là. Donc heureusement que j'ai pu le voir au moins en partie. Ouais, carrément.
Mal juger les vents, ça c'était intéressant parce que toi tu disais, bon voilà, tu as décidé de le faire sans moteur du tout, même sans vélo, donc tu marchais ou tu volais, point barre, quoi. Ouais. Donc ça c'était le concept. Et alors tu disais, quand tu juges mal les vents, on passe très vite de tout bon à tout con. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'expression. Ouais, mais c'est particulièrement vrai en parapente parce que ta situation peut très vite évoluer autant du bien vers le mal que du mal vers le bien. Et du coup là, en l'occurrence, c'était un jour où j'avais mal évalué la direction du vent sur la montagne où j'arrivais, quoi. Et du coup, il venait de la direction opposée à celle que j'avais anticipée. Donc je me suis retrouvé du côté où le vent descendait très fort de la montagne au lieu de le remonter. Et donc je me suis fait... Déjà, tu te fais chahuter en l'air parce que c'est assez turbulent quand le vent passe par-dessus une montagne. C'est comme dans une rivière avec les cailloux, ça fait... Et du coup, j'ai été amené en 2 secondes vers le fond de la vallée alors que j'étais à 4000 mètres juste avant, quoi. Ouais, d'accord. Donc ouais, tu passes très vite de tout bon à tout con. Et le sac, il fait combien encore, un sac de parapente? En kilos? Ouais. En fait, ça dépend assez fort. Maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions dans le matériel de parapente. Donc, les parapentes les plus légers, ils font moins d'1 kilo. Et les sellettes, donc c'est notre siège, il y a des sellettes qui font 100 grammes. Donc, on peut avoir vraiment du matériel très léger. Maintenant, c'est des voiles qui sont faites uniquement pour descendre. Il y a aussi des voiles comme celles que j'avais qui sont plus faites pour le vol de distance. Et là, ma voile, elle pèse 4 kilos. Ma sellette elle pèse 2 kilos et puis j'ai le parachute de secours qui fait 1 kilo, donc ça fait 7 kilos. Et puis après j'ai mes habits et j'avais pas beaucoup plus que ça, j'avais un sac de couchage et un matelas, mais et un peu de quoi manger et de boire, hein. Et un peu de quoi manger et boire, mais j'avais pas de tente, j'avais pas de réchaud ou quoi. Et du coup j'avais un sac à vide qui faisait 13 kilos, quelque chose comme ça, et avec la nourriture et l'eau ça me faisait 16 kilos. Parce que déjà respectable quand on doit monter. Ouais, carrément, mais j'avais un copain qui faisait plus ou moins la même traversée que moi, mais juste en parapente sans l'alpinisme, et lui il avait moins préparé son sac, et il avait un sac de 24 kilos. Du coup tu réfléchis à 2 fois avant de faire une montée quand t'as un sac aussi lourd, quoi. Excellent. Et alors oui, pour le matos, effectivement, je voyais que c'était assez amusant parce que justement les Belges n'ont pas peur de rire d'eux-mêmes, donc ça c'est trop cool. Et les baskets crampons, les crampons sur basket, tu conseilles? Non. En fait, c'est au tout début de la traversée, on était au Triglav, du coup on a commencé notre périple là-bas parce que c'est le sommet de la Slovénie, donc déjà c'est un peu l'extrémité est des Alpes. Et en plus de ça, le Triglav, pour les Slovènes, c'est vraiment la montagne qu'il faut avoir faite une fois dans sa vie. La montagne, elle est sur le drapeau, etc. Et donc, c'était aussi un peu symbolique de commencer là-bas. Sauf que je commençais avec Tonio, un copain, et que on n'avait pas prévu de prendre du matériel d'alpinisme parce que en fait sinon on devait se le trimballer avec nous parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait le reprendre, quoi. Et donc on n'avait pas de crampons, on n'avait pas de piolet ni rien, et normalement c'est pas très technique le Triglav, mais là on était en début de saison, il y avait encore 3 mètres de neige, et du coup on s'est retrouvé avec à mettre déjà essayer de trouver des crampons avant qu'on en trouve. On avait juste des bouts de bois et on tapait dans la neige, et puis après, une fois qu'on a trouvé des crampons au refuge, on les a mis sur nos baskets, mais c'était pas très très technique, donc ça passait bien. Mais c'est quand même pas très recommandé. Je sais pas s'il faut raconter ça dans un podcast, mais voilà, si, en disant ce n'est pas à faire. Ouais. D'accord. Et donc au mois de quoi, il peut y avoir encore de la neige sur le truc là? C'était au mois de juin. Au mois de juin, donc voilà. Au mois de juin, fais attention. Ouais, exactement. L'exemple à ne pas suivre, ouais. Et alors, attends, j'ai une petite fille qui a aussi une autre question pour toi. Poup. Pourquoi tu as dit que c'était une idée de merde? Dans le trailer, il dit, oh, il a dit un gros mot. T'as un pote qui dit c'est beau, c'est bien, c'est une belle idée, mais c'est une idée de merde quand même aussi, hein. Il dit qu'est-ce que je fous ici dans son projet débile ou un truc comme ça, non, c'est ça? Oui, c'est ça, mais il dit c'est une bonne idée, mais c'est quand même une idée de merde. Et puis alors du coup, elle dit oups.
Mais je suis pas sûr de voir exactement si à un moment il y a un pote qui se regarde face à la caméra et qui dit qu'est-ce que je fous ici. Ah oui, il y avait celle-là aussi. Je sais plus si c'est celui-là. Enfin, c'était dans le trailer, ouais. Donc ça avait bien amusé. Mais oui, il y en a plusieurs. Oui, il y a toujours des moments où on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Toi aussi, tu t'es demandé aussi, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans Ouais, à fond, plus d'une fois. Et même pas que pendant la traversée, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile quand t'as un gros projet comme ça, d'arriver à croire en ton projet du début à la fin. Ouais. Et il y a plein de moments où tu te demandes mais qu'est-ce que je fous, et peut-être même surtout après pendant que je faisais le film ou quoi, mais pourquoi je passe autant de temps là-dessus alors que ça se trouve ça va parler à personne, ou je sais pas, c'est pas toujours tous les jours facile de croire au bout dans ton idée, quoi. Ouais. Et là, maintenant, en débrief, ça va, c'est bon, t'es content de l'avoir fait, ou tu te demandes toujours, mais c'était quand même une idée? Non, je suis trop content de l'avoir fait, évidemment. C'était vraiment génial. C'était une super expérience à plein de niveaux. Bah oui, clair, je me dis aussi, à mon avis, maintenant, ça doit aller. Putain, quoi, Guigui, t'es con ou quoi? Oh là, mais tu deviens débile avec ces conditions. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Bon, là, c'est une des choses les plus connes que j'ai fait de ma vie. J'ai voulu atterrir là, au lieu de juste 100 mètres plus bas dans l'herbe. Très très con, heureusement je m'en sors très bien. Je me suis juste déglingué là. J'avais d'autres questions. Attends. Donc voilà, ça c'était la vraie question. Tu vois, parce que l'autre, tu crois qu'on la donne celle-là? Je dis, bah si, c'est rigolo. Bonjour Guillaume, est-ce que tu as déjà failli t'écraser sur un rocher? C'est trop mignon. Alors, est-ce que j'ai déjà failli m'écraser sur un rocher? Pas gravement, mais pendant la traversée des Alpes, justement, à un moment, j'ai un peu fait une mauvaise décision où j'ai décidé d'atterrir dans un pierrier, quoi, en gros, Oui. ce qui était pas très très malin. C'était pour ne pas descendre trop bas, c'est ça? Tu voulais pas te refarcir encore une montée Ouais, parce qu'en fait, je voulais passer de l'autre côté d'une montagne, et du coup, je voulais juste atterrir, porter ma voile sur 100 mètres et puis redécoller de l'autre côté. Et du coup, pour ça, j'avais envie d'atterrir le plus haut possible, et sauf que 200 mètres plus bas, il y avait une prairie, quoi. J'aurais pu atterrir là. Mais pour gagner quelques mètres, je l'ai pas fait, et donc c'était un peu con. J'ai eu de la chance au final, mais je me suis quand même bien écorché le tibia. Et Oui, on voit que tu t'amuses beaucoup avec ta plaie là qui est ouverte. Alors t'appuies comme ça, on voit la pulpe en dessous, là, de la chair qui sort et puis qui rentre. Tu dis, mais arrête d'appuyer sur ce truc. T'es en train de me dire, est-ce que tu t'es désinfecté les doigts avant de commencer à jouer avec ta plaie comme ça? Ouais, et du coup, après c'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier. C'était plutôt débile, quoi. Mais ça arrive, et après c'est relativement mineur. Je veux dire, il m'est pas arrivé grand chose au final. Non. Mais clairement, ça peut arriver assez vite de finir encastré dans un rocher si justement t'as ta voile qui se ferme, qui se dégonfle juste à côté du rocher, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est quand même un sport risqué et où il faut être très vigilant, quoi. Ouais. Et quand t'es crevé, c'est dur. Et quand t'es crevé, c'est plus dur. Ouais. Et quand t'as envie d'avancer dans un projet comme ça, c'est plus dur aussi de renoncer parfois. Ouais, j'avais vu que ta motivation quand t'étais un peu à bout, c'était souvent de la perspective d'un lit douillet. Ouais, c'est clair. On voit que tu arrives à tout donner, on se dit, j'aime bien en général voir le mindset des gens. Quel est leur moteur? Qu'est-ce qui les fait avancer? Qu'est-ce qui les relance quand ils ont vraiment dur? Là, c'est avoir la photo de leur enfant en poche en trail, ou avoir des... Et puis lui, c'est un bon lit. Mais on comprend, hein, quand on voit ton matelas qui en plus avait l'air de se dégonfler la nuit, tu te dis, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que je sais pas si je dirais que c'est le truc auquel je pense quand j'en chie, mais c'est clair qu'à ce moment-là, c'était une bonne motivation, en tout cas, d'arriver chez ma sœur pour pouvoir dormir, et puis juste arriver dans un endroit cosy, se faire accueillir. Ça fait du bien quand t'es un peu à l'arrache totale le reste du temps et que t'es crevé. Claire, t'étais déjà à combien de jours là avant d'arriver chez ta sœur? Je devais être à une 30aine de jours. Ah ouais, quand même, ouais, bon, on comprend. Parce que... Ouais, et puis c'était assez intense parce que le parapente, autant que l'alpinisme, c'est des activités qui sont très prenantes mentalement, quoi. Faut être attentif, ouais. Il faut être attentif tout le temps, et puis aussi
parfois t'as peur, parfois ça... Tu sais que tu dois être 100% concentré parce que si tu te loupes à un endroit, ça peut faire mal. Et donc, ça te vide, quoi. Mentalement, à la fin de la journée, t'es complètement KO. Et moi, je vois ça un peu comme si j'avais des points de vie dans ma tête. Et si je me prends une fermeture, par exemple, ça diminue mes points de vie. Si je vole dans des situations turbulentes et tout, je perds aussi des points de vie. Et des points de vie mental, quoi, entre guillemets. Et du coup, quand ma réserve de points de vie mental est vide, c'est beaucoup plus dur de rester calme dans ces conditions et tout. Tu tends plus à paniquer et tout. Et donc voilà, c'est assez fatigant quand t'enchaînes comme ça tous les jours des situations comme ça, surtout que je suis seul, donc c'est moi qui prends les décisions. Et il n'y a personne d'autre avec qui en parler et tout. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que tu prends des dizaines de décisions par heure. Donc, quand je suis arrivé chez elle, j'étais bien éclaté. Elle habite où alors ? Elle habitait au Chable, c'est près en dessous de Verbier. Ok. Et maintenant, elle a déménagé, mais d'accord. Toujours en Suisse. Ok. 3003 de D+, sur la journée. 25 kilos sur le dos, un vol de 2 heures. Hâte d'aller me taper le serveur demain. Ouh, du guigui. Fumé ce soir. Fumé. Dans ce temps-là, il y a un magnifique coucher de soleil. Incroyable. Ouh, j'ai hâte de retrouver les autres. Et alors, c'est quoi ton vrai moteur, maintenant qu'on rigolait avec le lit, mais pour redémarrer, qu'est-ce qui arrivait à te relancer hein ? Pendant la traversée, de manière générale, tu veux dire Ici, pendant la traversée, ouais. Pendant la traversée, moi, c'est vrai que la perspective d'avoir les copains et les copines qui t'attendent au sommet suivant, c'était quand même assez motivant, assez cool, quoi. Ça permettait de varier un peu le rythme, quoi, du voyage. C'est très différent quand t'es seul ou quand t'es avec d'autres gens. Les deux ont leurs avantages, mais donc ça, je pense que c'était vraiment un vrai plus, et le voyage n'aurait pas été pareil si j'étais seul tout le long. J'ai retrouvé Sam. Oui. À Ristola. Juste en dessous du Viso. C'est ça, d'avoir les coquins qui ramènent le matos. Ouais. Ils se retrouvent avec des sacs dégueulasses. Il y a tellement de bouffe. Le plus important, c'est la bouffe. Ça fait plaisir. Bonjour Guillaume, avec combien de partenaires as-tu fait ça ? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, il y a 10 copains et copines qui m'ont rejoint. D'accord. Et on va laisser lui au passage, hein. Vas-y, dis-nous qui c'est. Mais du coup, il y avait Tonio avec qui j'ai commencé le trip. Lui, il vole aussi en parapente. Du coup, on a fait les 10 premiers jours ensemble. Puis on a rejoint Eline dans les Dolomites, qui elle est une très forte grimpeuse et donc avec qui on a fait une magnifique voie. Après il y a eu Agnès, Albert et Élise qui m'ont rejoint au Piz Bernina, donc c'est le plus haut sommet des Alpes orientales. Et puis au Cervin il y a eu Damien, Quentin et Alexis. Et Lolotte au Grand Capucin. Le Grand Capucin, c'est dans le massif du Mont Blanc. C'est un magnifique monolithe de 400 mètres de haut. Et t'avais Lolotte qui cassait la baraque. Ouais, qui cassait la baraque. C'est clair que dans le film, c'est assez... Ça se voit, quoi. C'est assez frappant la différence. Qu'est-ce qu'elle mange le matin ? Parce que je veux la même chose. C'est assez frappant la différence d'énergie entre elle et moi à ce moment-là. Toi, t'es déjà un peu fumé ouais. À ce moment-là de ton parcours. Bon, pardonne, hein, c'était déjà... Ouais. T'étais pas au début, là. Ouais. Et puis à la fin, il y a eu Sam pour le Viso. Donc ça, c'est un des beaux sommets des Alpes du Sud. Ok. Je crois que je suis arrivée là, moi, avant que tu n'arrives. Ouais, donc. exactement. Super, on les salue au passage. Bravo les amis d'avoir fait partie de cette aventure. Eux, ils t'amenaient un peu du ravito, ils amenaient le matériel d'escalade. Tu voles pas avec ton matériel d'escalade ? Ouais, parce qu'en fait, le matériel d'escalade ou d'alpinisme, c'est assez lourd. Ah oui, d'alpinisme, pardon, oui.
Bah, on a fait de l'escalade et de l'alpinisme, donc ça marche quand même. Mais ouais, c'est assez lourd. Si tu dois prendre les cordes, parfois on a besoin de 2 cordes, une dizaine de dégaines, plein de trucs. T'en as pour facilement 10-15 kilos en plus, quoi. Oui. Donc ça, c'était hors de question. Et donc l'idée que j'avais eue, c'était de demander aux potes de ramener le matos à chaque sommet. Mais donc c'était quand même un sacré challenge logistique parce qu'il fallait s'assurer qu'ils aient tout le bon matos. Donc j'avais un peu dispatché du matériel un peu partout dans les Alpes avant. Et puis après, il y avait du transit de matériel. Mais quel trafic! Ouais, c'est clair. Et au final, ça a bien roulé, mais c'est vrai que c'était quand même un bon challenge logistique aussi. Ouais, clair. Et eux, ils ont bien donné parce que bon, là, tu leur disais au revoir au sommet. Ouais, carrément. Ils partaient en voile. Bon, après, t'as marché beaucoup. Hein. On va pas dire que c'est toi qui avais le plus facile, mais eux, tu dis bon, bah, maintenant on descend avec tout. Ouais, c'est clair. C'est un peu le côté. Donc, c'est vraiment des bons potes, quoi. Ouais, de ouf. Mais ouais, typiquement au Piz Bernina, il y a du coup Élise et Agnès qui ont traversé la Suisse en stop pour me rejoindre. Donc elles ont fait plus que 5 heures de stop parce que c'est vraiment à l'autre bout de la Suisse, quoi. Et elles avaient ma deuxième voile avec elles, le drone pour prendre des prises de vue, etc. En plus de tout le matériel d'alpinisme. Donc c'est sûr que je les remercie beaucoup de l'avoir fait ça. Et en plus, on n'était même pas sûr que j'allais pouvoir décoller du sommet et ni faire voler le drone. Quand on est arrivé sur l'arête, il y avait beaucoup trop de vent, même pour faire voler le drone, alors que tu peux faire voler le drone dans plus de vent que le parapente. Puis finalement, on a pu faire les deux, et ça c'était trop bien, et vraiment c'était incroyable. Mais c'est vrai que ça a aussi un petit côté égoïste quand toi tu décolles du sommet et 20 minutes plus tard t'es dans la vallée posé, et eux il leur reste 9 heures de descente, quoi. Donc tu te sens un petit peu mal, en même temps t'es très content quand t'arrives à décoller, parce que t'as aussi un peu ce truc en alpinisme où parfois tu te sens prisonnier de la montagne, en fait, parce que t'as tellement il faut tellement de temps pour pouvoir rejoindre la première route ou le premier chemin, et c'est pas du temps juste où tu marches tranquille, c'est du temps où où t'as de la tension en permanence, etc. Donc parfois quand t'es sur un sommet, t'es super content, mais en même temps t'as cette sensation d'emprisonnement, d'être vraiment engagé, d'être loin de la sécurité et du confort. Et du coup, quand tu t'envoles, c'est en un coup cette sensation qui s'envole en même temps, quoi, et tu te sens super libre. Ouais, c'est exactement. Ça. Donc c'est assez marrant, assez incroyable, quoi. Surtout que après tu voles entre les glaciers, les sommets et tout, c'est assez fou. C'était assez joli, on peut le dire. C'était assez beau, ouais. Non, c'est magnifique, c'est des magnifiques images. Et puis sur l'aventure, c'est vrai qu'on a parlé des côtés un peu, que c'était un peu plus compliqué, mais ça fait partie, et c'est bien aussi de ne pas montrer que tous les trucs, comme je dis toujours, Instagrammables. Ouais. Sinon, ça décourage les autres aussi. Donc, carrément. Et en plus, j'en parlais avec la première femme guide de haute montagne d'Europe, qui était passée sur le podcast aussi, Martine Roland. Et elle disait, oui, avec sa carrière, elle a quand même vu pas mal de copains qui sont morts en montagne. Et elle dit, c'est toujours pour des conneries, quoi. C'est souvent le pas de travers tout à fait évitable, le moment où on relâche la tension, comme tu le disais. Donc tu me disais, oui, bon, c'est des conneries, mais c'est exactement comme ça que ça arrive, quoi. C'est pas oui, tu es bien au courant, évidemment, mais c'est dommage. Je sais pas ce qui est arrivé, il y a aussi un jeune champion qui est mort en parapente récemment, là. Ouais, la semaine passée, effectivement, il y a un tout jeune, l'étoile montante du parapente français qui est mort en compétition. Oui, je sais pas ce qui est arrivé. Justement, il a eu une fermeture, et puis après enchaînement d'incidents de vol, quoi. Et on sait pas exactement, mais en tout cas ça s'est mal fini, et c'est vrai que ça a fait un choc pour toute la communauté, même si on sait que ça peut arriver. Ça arrive malheureusement de temps en temps. Ça fait quand même toujours un rappel. Ouais. Et en alpinisme, c'est pareil, c'est des sports qui sont quand même dangereux, où finalement la mort elle est pas si loin que ça. Ce qui est dingue, c'est que on aime tellement ça, et ça nous rajoute tellement quelque chose en plus, je pense, dans nos vies, qu'on continue quand même à le faire, même si c'est parfois très égoïste.
Mais du coup, c'est pour ça que je pense que c'est important d'arriver à le faire le mieux possible, quoi, de se dire que c'est pas non plus que pour soi. Parce que, enfin, moi, au final, si je meurs en montagne ou en parapente, moi, ça va être assez vite réglé, quoi. Donc, c'est pas tant pour moi que ça me fait peur, c'est plus pour mes proches et tout ça, où eux, je sais que la douleur va être beaucoup plus longue, et donc par respect, je trouve ça bien de se former, de faire demi-tour, et au final faire demi-tour, c'est pas tellement une fois que tu as décidé de faire demi-tour, c'est assez vite accepté. Enfin, je trouve que tu peux en alpinisme et en parapente, faut arriver à changer de plan facilement, quoi, et pas vouloir faire un truc à tout prix, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est la première grosse erreur qui peut t'amener à la catastrophe. Ouais. Ouais. Après, c'est facile de parler de ce qu'il faut pas faire, et après, quand ça arrive à tout le monde, de faire faut pas, quoi. Carrément, ouais. Mais c'est dans tout, hein, parce que vraiment le coup d'être pressé d'arriver ou d'en avoir terminé. Mike Horn, dans son livre, racontait aussi, il a arrêté de prendre des précautions pour tâter le terrain, à voir s'il y avait des crevasses, en voyant un bateau. Ils étaient vraiment à fin de ravito avec un autre quand ils ont traversé le pôle Nord, je crois, avec un autre, et donc ils étaient vraiment à bout de vivre, quoi. Et puis quand ils ont vu le bateau, et l'autre lui dit oui, vas-y en avant, et il a plus pris les précautions habituelles. Paf, jusqu'à la taille dans de l'eau, ça peut tourner à la cata. C'est toutes des conneries où même bêtement en voiture, hein, les gens ils s'endorment en général très proche de chez eux, hein, au volant, quand il y a des catas. C'est très très proche de chez soi en général que ça arrive, là où on connaît bien la route, et où du coup tu relâches ta vigilance. C'est toujours le même truc. Et, puis ce qui est sûr, ce qui est un grand facteur de si t'as des chances d'avoir un accident ou pas, c'est le temps que tu passes en montagne, quoi. Si t'y es tous les jours, les probabilités, elles s'accumulent. Donc on voyait que tu avais fait une solide prépa, quoi. Tu parles aussi beaucoup avec les gens du coin quand tu connais pas. À fond. Non, j'ai essayé vraiment de faire ça le mieux possible. J'ai contacté une série de pilotes vraiment très forts qui ont pu me donner leur avis sur l'itinéraire que j'avais prévu, parce que j'avais prévu un itinéraire avec des sites internet où tu peux voir tous les coins où il y a le plus de gens qui passent. C'est un peu une heat map comme ça de là où il y a beaucoup de vols, et ça te permet d'avoir une idée de là où tu pourrais passer. Mais après, ça reste un site internet, du coup, ça te dit pas à cet endroit-là, il y a un truc bizarre qui se passe avec le vent l'après-midi, machin, alors qu'en réalité, il y a vraiment pas mal d'endroits comme ça. Donc, c'était intéressant de demander à ces pilotes leur avis aussi. Et puis, pendant la traversée, je les avais parfois par message pour leur demander. Il y en avait surtout un dans le Valais, là où il me suivait. Il y a un live sur internet où on peut te voir en temps réel. Du coup, il me suivait, il m'envoyait des messages, et là, ouais, nickel, là, machin, ou bien là, j'irai là plutôt. Ah, top. Et c'est vrai qu'avoir cette connaissance locale, c'est assez précieux, parce qu'il y a des trucs où, si tu le sais pas, tu peux te faire avoir, et c'est mieux de le savoir, quoi, pour pas se faire surprendre. Et les tout beaux moments, alors, comme ça, les moments où tu as vraiment des waouh pendant la traversée, je pense en fait, ce qui est marrant, c'est que tu changes ta perspective par rapport au vol, parce que pour les parapentistes purs et durs, le but, le grand jeu, c'est de faire des triangles, des trucs pointus, et de faire le plus grand triangle possible dans le ciel. Et donc, ton but, c'est de voler 10 heures, de faire 200 km, et voilà. Et là, pendant la traversée, moi, si je volais parfois, j'ai fait des vols d'une demi-heure où j'étais super content, parce que ça te permet de traverser toute une vallée. Tu te dis yes, tout ça, je vais pas devoir marcher. Et en fait, tu changes du coup toute ta perspective sur la pratique. Et il y a des tout petits vols parfois qui sont trop bien, ou bien quand tu arrives à atterrir sur le sommet d'une montagne et puis dormir là, ça c'est génial. Ou bien mais je pense le grand moment de vol de toute la traversée, c'est quand j'ai décollé du refuge juste sous le Cervin. Et là, il y avait du coup Alexis, Quentin, Damien et Dom, c'est aussi un autre copain qui m'a rejoint, mais pour filmer, qui était là. Et puis j'ai décollé, et il y a eu directement un rapace qui tournait aussi dans une ascendance. Et donc on a tourné ensemble sur les flancs du Cervin.
Et là, Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était vraiment mythique. Et je suis monté jusqu'à 3800 mètres sur le long du Cervin, comme ça. Et puis, dit coucou à des alpinistes de la main. Et puis, je me suis barré pour continuer ma traversée, quoi. Oh, trop bien. Ça, c'était vraiment... Et là-bas, la vallée de Zermatt, c'est incroyable. Il y a 38 4000 dans une seule vallée, donc c'est presque la moitié des sommets de plus de 4000 mètres des Alpes qui sont dans une seule vallée. Et donc il y en a de partout et tu voles le long de ces faces qui sont énormes. C'est un peu... c'est presque l'Himalaya, quoi. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller si loin non, pour avoir c'est des très, sûr, très, très, très belles sensations. Ouais. Magnifique paysage en tout cas, ça c'est clair. Les vents, en tout cas, moi j'en ai vraiment appris à plein des... Il y a des vents, donc tu disais que tu sais pas monter, il y a une espèce de plafond qui se font avec de l'air chaud et tout, c'était quoi? Ouais, ça s'appelle une couche d'inversion. D'accord, la minute scientifique. Ouais, c'est la minute couche science. d'inversion, les amis. C'est ma sorcier. On est parti. Yes. En fait, en parapente, ce qui est assez important, c'est la constitution de la masse d'air en termes de température. Donc pour qu'une bulle d'air chaud elle continue à monter, il faut que l'air refroidisse suffisamment vite. Si l'air refroidit très vite avec l'altitude, la bulle d'air chaud elle va monter de plus en plus vite. Et s'il n'y a rien pour la stopper, ça fait des gros cumulus, puis des cumulonimbus et des orages, quoi. C'est pour ça que ça arrive des orages l'après-midi en été, quoi. Et par contre, si tu as quelque chose pour la stopper, donc ça veut dire si la température elle réaugmente avec l'altitude, et t'as tout qui s'arrête dans cette couche d'air chaud, et donc c'est impossible d'aller plus haut que ça en parapente parce que t'es bloqué par cette couche d'air chaud. Et donc tu peux l'observer en montagne, ou même pas que en montagne, mais tu peux observer une couche de brume comme ça qui a une altitude constante, enfin la même altitude partout, et ça c'est une couche d'inversion. Et l'exemple le plus connu peut-être d'une couche d'inversion, c'est les mers de nuages. C'est souvent en hiver qu'il y a des mers de nuages, surtout à Grenoble, où tu bosses sous la mer des nuages, il fait des gueules, et puis tu vois la webcam à Champs-Rousse au-dessus des nuages, et tu vois qu'il fait trop beau, t'es là, oh, aïe, aïe, aïe. Et du coup la mer de nuages, c'est parce qu'en fait parfois il fait même plus chaud au-dessus de la mer de nuages que dans la vallée, quoi. Okay. Et du coup les nuages ils remontent pas plus haut, ils s'arrêtent là. Ah voilà. En tout cas ça me faisait penser quand tu parlais de tout ça, j'ai dit c'est un peu comme les surfeurs, quoi, qui passent beaucoup de temps avant d'aller regarder où sont les courants, etc. Ouais. Je me dis voilà, c'est les surfeurs des cimes, les exactement. parapentistes. Mais c'est vrai que le parapente c'est un sport qui demande beaucoup d'observation. De tout ce qui se passe en l'air. Parfois tu peux voir du pollen remonter ou quoi, et en fait c'est un thermique qui remonte, ou bien même parfois tu sens l'odeur des vaches quand tu es au-dessus d'un pré avec des vaches dedans, parce que tu as un thermique qui s'est déclenché et qui remonte leur odeur jusque toi, quoi. Et alors tu es là, ok, là c'est un thermique qui va dedans. Et du coup les très bons pilotes ils sont très très observateurs, et souvent ils ont vu un truc que toi t'avais pas vu, et ça leur permet de se sauver parfois d'une situation où toi tu dois poser, quoi. Et donc j'avais interviewé Tom de Dorlodo aussi, je crois que tu connais un petit peu. Ouais, bien sûr. Et il disait qu'il avait passé beaucoup de temps aussi à simplement observer le mouvement de l'eau dans des rivières, parce que le vent fait exactement la même chose, c'est ça, autour d'un obstacle, etc. Et donc c'est super intéressant de s'intéresser à tous ces phénomènes. Il y en a plein, et c'est aussi, et comme tu disais, c'est un peu comme le surf. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait le parapente c'est un sport de glisse, et il y en a qui disent que les surfeurs ou les kayakistes deviennent des assez bons parapentistes, parce que en fait c'est un peu la même sensation de glisse que tu dois avoir dans un thermique pour on dit l'enrouler proprement, quoi. Et quand t'es dans un gros thermique qui te remonte à 5 mètres par seconde vers le ciel, t'as vraiment l'impression de surfer dans l'air, quoi. C'est assez kiffant. Bah ouais, carrément. Oui, tu disais 5 mètres secondes, ça peut faire plus aussi ? Ouais, donc 5 mètres secondes, ça fait 18 km/h vers le haut. Oui, c'est bien. Moi qui déjà peux attraper des jets en balançoire, quoi. Mais après, il y a les plus gros thermiques que j'ai entendus, c'est
dans les Alpes, il y en a pas trop, mais en Himalaya, les thermiques peuvent être très puissants et j'ai déjà vu des vidéos de gars qui étaient dans des thermiques à 13 mètres secondes. Donc là, tu montes à 40 km/h vers le haut, quoi. Et alors, après, si tu vas dans un cumulonimbus, donc c'est les nuages des orages, là, ça peut monter à 20-30 mètres secondes, mais en général, ça se finit mal pour toi. Oui, c'est ça. J'allais dire, il y a quelque chose que... Enfin, ça peut arriver d'aller trop ou... En fait, si t'es pris dans un cumulonimbus, tu meurs, quoi, en général. Enfin, même les avions de ligne évitent les cumulonimbus, donc nous, on les évite à tout prix. À cause de trop turbulent, la voie se ferme ou tu te En fait, du coup, il y a toute cette air chaud qui rentre dans le... tout l'air chaud rentre dans le nuage, et puis c'est un phénomène qui s'emballe, quoi. Il y a de plus en plus d'air chaud qui est aspiré, et à un moment, le phénomène s'auto-entretient et en fait, le nuage aspire de l'air d'en dessous. Et du coup, il y a des histoires de parapentistes qui ont été pris dans des cumulonimbus et qui sont sortis à 10 000 mètres. Et entre-temps, ils sont montés à plus de 20 mètres par seconde, redescendus à moins 30 mètres seconde. Ils se sont pris des grelons de la taille d'une balle de tennis, des trucs comme ça, quoi. Oui, d'accord. Il y a une histoire très connue d'une femme en Australie qui a survécu à ça, justement. Et je pense que c'est un peu la seule. Et c'est miraculé. Ah oui, qui a pu raconter au moins ce qui s'est passé. Ouais, elle a perdu connaissance en arrivant à 10 000 mètres d'altitude. Ça lui a permis d'utiliser moins d'oxygène, de survivre. Puis sa voile a décroché parce qu'elle était complètement gelée. Puis elle s'est rouverte à 6 000 mètres. Enfin bref, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Si tu tapes, je pense qu'elle s'appelle Eva EWA. Si tu tapes Eva cumulonimbus, tu tombes sur sa page Wikipédia, c'est assez rigolo à lire parce que t'es là, mais c'est pas possible. Ça va, je la rajouterai à la page épisode. Moi, je vais aller voir aussi, tiens, après avoir regardé la fin de ton film. Ah ouais, non, c'est une histoire de... C'est dingue, ça. Mais donc, on n'a pas envie de faire pareil. Non, mais voilà. En tout cas, les inversions, ça va maintenant, on maîtrise, c'est top. Mais redis-moi un peu ton itinéraire complet, alors, des pays traversés. Ouais, du coup, je suis parti de la Slovénie. L'idée, c'était d'aller jusque Nice, à la mer, en passant par 6 sommets emblématiques. C'est complètement arbitraire, hein, c'est selon moi. On a commencé au Triglav, et puis après, on est allé au Trecime dans les Dolomites. Donc c'est c'est la destination un peu trop touristique dans les Dolomites, mais pour grimper, c'est incroyable. Après, le Piz Bernina, qui est le plus haut sommet des Alpes de l'Est. Le Cervin, parce qu'il est quand même un peu incontournable, le Toblerone. Et puis l'idée, c'était de faire le Mont Blanc. Finalement, on a fait le Grand Capucin à la place, puisque la voie qu'on voulait faire, elle n'était pas en condition. Et puis le Viso. Top. Alors, pour dormir, c'était refuge, c'était bivouac, il y avait un peu de tout. Ouais, en fait, j'avais pas pris de tente, j'avais juste un demi-matelas qui m'arrivait aux fesses, et puis un sac de couchage kilt, donc c'est un sac de couchage sans le dos. Donc j'avais ça. Sans le dos, à cause de ça. Parce que en fait, du coup, t'écrases le dos du sac de couchage, et donc ça te fait pas d'isolation. Okay. Donc il y en a qui se sont dit si ça fait pas d'isolation, autant le virer, ce sera plus léger. Et donc c'est un truc ouvert sur le dos, et tu passes une espèce de ficelle autour de ton matelas et ça t'isole comme ça. Franchement, c'est pas mal. J'avais un sac de couchage confort 0 pour 500 grammes. Et puis du coup, j'avais aussi un tarp, c'est un poncho tarp. Donc c'était pas mal, ça. Ouais, je me dis, c'est lui qui rigole en disant que c'est un poncho tarp, ou c'est vraiment un poncho tarp? Non, c'est vraiment un poncho tarp, c'est rigolo. Délire. Pour les gens qui savent pas, un tarp, ça veut dire bâche en anglais, donc c'est un peu en tissu de tente comme ça, assez léger, qui te permet de t'abriter. Et du coup, il y a un trou pour mettre ta tête avec une capuche, et ça te sert aussi de poncho. Et du coup, je m'étais dit, ça fait d'une pierre deux coups, et comme ça, je prends pas de veste Gore-Tex, et ça me fait économiser du poids. Et alors, convaincu par le concept? En vrai, c'est pas mal parce que tu peux te mettre complètement dessous avec ton sac et tout. Après, quand il pleut vraiment fort, ça t'isole pas plus que... Enfin, tu finis quand même trempé. Je le referai avec ça, je crois. Oui. Mais du coup, pour dormir, j'ai dormi finalement pas tant que ça en pleine nature, parce que tu te sens un peu moins... protégé sous ton tarp qu'avec une tente.
Ça, c'est peut-être un truc que je changerais si je devais le refaire, parce que c'est vrai que ça m'a un peu manqué de pas être en pleine nature par moment. J'étais un peu dépendant de la civilisation pour l'électricité, parce que tu as besoin de tes instruments de vol et pour aussi les caméras qu'il fallait que je recharge. Pour la nourriture, parce que j'avais pas de réchaud non plus, donc je mangeais que froid, tomate mozza, Uncle Ben's en sachet et tout ça, quoi. Je peux vous donner des conseils si vous voulez. Vas-y pour les conseils. C'est quoi que t'as le plus apprécié sans réchaud, ce que tu recommandes? Je crois les tomates mozza, valeur sûre. Et du coup, j'avais pas de la nourriture pour 10 jours, quoi. J'allais quasi tous les jours faire mes courses. Et ah oui, le couscous à l'eau pétillante aussi. Ouais, le couscous à l'eau pétillante, c'est pas mal. Eau pétillante, ça rajoute un petit truc en plus. Juste pour dire qu'on l'a fait ou non, ça va, c'est pas juste dégueu. Non, il y avait juste en fait, c'était un endroit où il y avait pas d'eau. C'était On a drôle. sonné chez quelqu'un pour avoir de l'eau. Il nous a filé de l'eau pétillante, quoi. Du coup, Voilà. du coup, on a gonflé notre porridge avec l'eau notre couscous avec l'eau pétillante. Et c'était un peu particulier quand même. Petit goût d'afalgan comme ça. Et en plus, moi je suis un grand distrait, du coup j'avais oublié la soupe sur le décollage précédent. Parce qu'on voulait mettre de la soupe en poudre dans le couscous pour que ce soit un peu meilleur, tu vois. Et là on n'avait rien. J'étais avec Tonio à ce moment-là, il m'en a un peu voulu. Au final, je l'avais oublié juste sur l'atterrissage à 100 mètres de là où on dormait. Et donc le lendemain, on l'a retrouvé, quoi. Mais il y a eu quelques oublis comme ça. Une fois, j'ai oublié mes gants sur le décollage. Et là, je les ai pas retrouvés après. J'ai décollé, puis je suis là, merde. Et en fait, j'avais oublié mes gants sur le déco. Et c'était trop tard pour y retourner. Donc, et c'est en plus ce jour-là où je suis monté à 4000 mètres avant de redescendre au plancher des vaches. J'en ai froid les papates. Et moi qui suis sensible des mains, j'ai eu bien froid ce jour-là. Parce que t'as 40 km/h qui t'arrive en permanence sur les mains, il fait 0 degré là-haut, donc ça te fait un ressenti au moins 10, quoi. Ah ouais. En plus, faut que ça reste mobile, quoi, pour pouvoir diriger ta voile. C'est donc, ça. Du coup, c'était un peu la galère, mais... Bon, ça a été. Enfin, voilà. Ça me fait un peu mal, quoi. Tu m'as bien fait rigoler avec ta scène où tu arroses du ciel. Donc je me dis, c'est vrai, bah oui, manger en vol, boire en vol, pourquoi pas. Bah, effectivement, il y a d'autres choses qui se font en vol. Très gentil, une pensée émue pour celui qui pourrait se trouver en dessous. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est la grande question des gens qui font pas du parapente. Et quand tu leur dis que tu voles 10 heures, c'est là... Ah, mais du coup, tu pisses comment, quoi. Et c'est vrai que il y a un moment où ça devient problématique si tu dois absolument aller aux toilettes. Pour les hommes, on a de la chance, c'est relativement facile. Soit tu te penches en avant et tu pousses le plus fort que tu peux, ou bien sinon tu fais dans une bouteille, où tu as aussi des pénilex, des trucs comme en fait ça vient des hôpitaux, etc., oui, c'est ça. Et du coup t'as un tube et tu peux et t'as un truc plus ou moins équivalent pour les femmes, mais ça marche un petit peu moins bien. Ouais, c'est ça. Je pense c'est facile d'avoir des fuites. Sinon il y en a pas mal qui volent avec des couches, du coup. Ah ouais. Et je pense que la réalité, c'est qu'il y en a surtout beaucoup qui boivent pas trop et qui se retiennent. Ouais. Parce que j'ai déjà eu des échos d'histoires de couches qui saturent, tu vois, et enfin, bref, je vous passe les détails. Yes, mais en tout cas, il y a encore matière à évolution là-dessus, et peut-être qu'il y a un business à lancer. Ouais, voilà, écoutez, en tout cas, tous les start-upers, il y a une petite niche là, c'est bien sympa. C'est vrai que c'était drôle, c'était vraiment inattendu, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Par contre, la grosse opération, on évite en l'air. Autant arroser un petit peu les plantes, les arbres, ça va. Mais plus ça devient sportif, mais dans un peu moins. Non. Bref. En fait, non. Question suivante. Donc, dans ton équipement, on va continuer équipement, puisqu'on parlait équipement pratico-pratique, là, on était vraiment tombé dans le dur, là. Ouais. Donc, tu as emporté 2 parapentes, et une base de light et une Honda, je vois. Ouais. Tu as donc ton poncho tarp pas mal du tout. Ouais. Quel est l'outil où tu t'es dit,
Ça, j'ai vraiment adoré cet outil, je m'en passe plus jamais. Donc le poncho tarp, ça vient déjà... Le poncho tarp, c'est pas mal, mais c'est vrai que je l'ai pas réutilisé depuis. L'outil que tu conseilles absolument à quelqu'un qui veut faire ça. Qui veut faire ça, c'est dur. Une checklist pour rien oublier. Ouais, est-ce que j'ai la soupe aux juste tomates? prendre votre cerveau avec, ce sera le plus utile. Non, je sais pas. En fait, je pense que le truc, j'ai été très très convaincu par mon Vario. Le Vario, c'est le truc parce que en fait, quand t'es au milieu du ciel, c'est dur de se rendre compte si tu montes ou si tu descends. Ouais. Et du coup, t'as un petit truc qui te fait bip bip en permanence. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que quand t'es pas parapentiste, tu dois te dire mais ils sont complètement débiles ces parapentistes, t'as ce truc hyper strident qui t'harcèle toute la journée, mais en fait t'es trop content quand ça te fait bip 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 et toi t'es là ouais, ça monte un max. Et en fait du coup j'en avais un tout petit qui se connecte à ton téléphone en Bluetooth et qui te permet de voir toutes les informations en live. Et ce qui est trop bien, c'est que t'as un mini panneau solaire donc j'ai jamais rechargé de la traversée, mais c'est assez technique. Ça intéressera peut-être pas si bon, c'est commun cool, les gens qui vont pas faire ça de parapente en Belgique pour la rando, vu que ça va tout varier de 3 mètres, ça va. Mais sinon en fait ce qui est marrant, c'est que du coup j'avais fait un Excel et tout pour calculer au gramme près ce que j'aurais dans mon sac. Et du coup, j'avais vraiment viré plein de trucs pour être le plus léger possible. Et par contre, j'ai quand même pris 1,5 kg de matos de vidéo, quoi. Alors que j'aurais, pour le même prix, pu prendre une tente et un réchaud. Mais ça, c'était hors de question de pas prendre Et au final, je regrette pas trop. Ça fait un film quand même, qui apparemment a eu son petit succès hier. Donc, trop bien. Le choix n'était... pas si mauvais. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais avec un copain, on voulait faire. Un copain avec qui on fait de l'alpinisme depuis des années. C'est avec lui que j'ai commencé. On a commencé à 2, quoi, à en faire seul. Et du coup, on se partait pour une course qui nous faisait rêver depuis des années et qui était quand même ambitieuse pour nous et qui sur 3 jours, tu vois, pour arriver au Mont Blanc. Et là, on avait décidé de prendre qu'un sac de couchage pour 2 pour avoir moins de poids, tu vois. Donc, le plan, c'était de dormir en cuillère pour avoir plus chaud et on se mettait dans le sac de couchage. C'est pas tout à fait débile non plus, hein. Ouais, c'est pas débile, tu vois. Et puis du coup, voilà, ça c'était notre plan. Et puis moi, je mets mon gros appareil photo dans le sac, tu vois. Puis là, il me regarde, il fait « T'es sérieux? On va pas dormir en cuillère, pourquoi tu prennes ton appareil photo après ?» Je suis là, dommage, j'aurais essayé. Donc on l'a pas pris. Mais là, comme Mais ça a été pour dormir? Tu conseilles, c'est validé? Franchement, c'est pas si mal. C'était pas si mal parce que t'as plus chaud, quoi. Et bon, franchement, t'es tellement roots dans ce genre de situation que tu t'en fous, quoi. Parce que ça rapproche. Ça, c'est sûr. Et non, du coup, ça a été assez bien. C'est juste que tu dois un peu te coordonner pour changer de côté, quoi. Genre, tu te décales petit à petit, puis t'as l'autre qui est là, ok. Et hop, tu changes de côté. Ouais, mais non, sinon, je recommande. Ok, dis donc, on apprend des choses, super. Comment être léger. On va parler un petit peu de... Je crois qu'on a passé toutes les questions un peu physique, entraînement. Entraînement, puisque tu habites en milieu là-bas, je suppose que ça se faisait tout seul ou tu fait de l'entraînement supplémentaire avant de faire ça? Au niveau parapente, j'ai essayé de voler un maximum avant, mais c'était pas facile parce qu'il faisait dégueu le printemps passé. Et niveau physique, comme on en parlait au début, je fais pas mal de ski alpinisme, du coup ça donne bien la forme. Et en escalade, j'essaye de grimper régulièrement, donc ouais, c'est sûr que je m'entraîne, je fais quand même beaucoup de sport, je fais entre 10 et 15 heures par semaine de sport, quoi. Ah oui, ça va. On est bon. Mais à Grenoble, c'est plutôt la norme, en tout cas dans mon groupe de potes à Grenoble, oui, aussi, on il y a tout le monde
Et c'est marrant en fait parce que tu t'es tellement là-dedans que tu te rends pas compte qu'il y a des gens il y a des jours ils font pas de sport. Un truc de ouf. Et, et du coup, parce que nous on parle de jours de repos, tu vois, tu le planifies une fois par semaine, c'est trop chiant, tu sais pas trop quoi faire le soir, tu te demandes ce qu'ils font les autres gens. et puis après, et en fait, c'est pas la réalité pour pas mal de gens. Non, il y en a qui font des enfants, je t'assure, ça occupe tous les soirs. Ouais, ça, jusque bien tard. Ça reprend assez tôt le matin. Oui, c'est sportif. Quand on dit c'est sportif, c'est sportif. Mais c'est vrai que quand tu es dans un environnement qui te permet déjà de pratiquer des sports outdoor. Ah, mais moi, c'est sûr que quand je reviens en Belgique, j'ai tellement plus de mal à faire m'entraîner comme je veux parce que c'est moins chouette, quoi. Enfin, ouais, faut bien l'avouer. Donc, ça, c'est sûr que faire une journée de ski de rando où tu fais une sortie de 7 heures, tu vois, bah, ça se fait facile, quoi. Alors que faire 7 heures de sport sur une journée en Belgique, il faut déjà être motivé, quoi. À un moment, j'avais envisagé de me dire, j'irais pas m'installer du côté de Lyon ou Toulouse, c'est pour avoir un peu le choix. Ouais, Toulouse me plaisait bien quand même, pour avoir le choix entre mer et montagne. J'ai passé 2 ans à Toulouse. Et j'aime bien aussi le pied des Pyrénées, là, c'est mes vacances préférées, ça. Côté de, c'est sûr, c'est beaucoup plus sauvage que les Alpes, les Pyrénées. Ouais, j'adore. Quel est le succès dont tu es le plus fier, le truc que tu estimes vraiment c'était une belle réussite sur ce parcours sur la traversée paralpin, ouais. Merde, je pensais dire la traversée, enfin le projet, je suis assez content d'avoir mené le projet d'A à Z et qui a fini un peu en apothéose du coup hier à l'avant-première. Bah oui. Tu peux. Hein. Donc je pense, je vais dire ça, le tout. En fait, je reviens pas que ça ait marché autant au point, enfin comme je l'avais imaginé, quoi. Et ça c'est vraiment très satisfaisant et je suis aussi super content d'avoir pu vivre ça avec des amis, enfin c'était top. Ça t'a mis combien de temps pour l'imaginer, ou entre le moment où tu y as pensé, le moment où tu l'as fait? En fait, faire un projet comme ça, moi je pense que ça prend 2 ans, plus ou moins, quoi. Moi j'ai commencé à y penser fin 2022, novembre-décembre 2022. Puis j'ai commencé à chercher des sponsors en janvier-février, et puis après c'était en juin, quoi, le voyage. Et puis après il y a eu le montage du film qui a pris un paquet de temps aussi. J'ai commencé en octobre et là je viens de finir, du coup. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Ah d'accord, cool. Félicitations, parce que c'est vrai que c'est Merci. du boulot, hein, c'est du boulot. Déjà montage audio je vois, montage vidéo c'est aussi... C'est un son. Ouais. Après j'ai eu de l'aide aussi. En gros j'étais seul jusqu'en février. Et là, j'ai commencé à travailler avec Solid Dream, donc c'est Brian et Morgan, c'est 2 gars qui font des films d'aventure depuis 10 ans et qui ont notamment fait Cap sur El Cap, je sais pas si t'as vu. Oui, je l'ai vu. Qui est passé à Montagne en Seine l'année passée. Ouais, et ils ont fait aussi Alpine Trilogy, 2 super films de grimpe qui ont pas mal tourné. Et du coup, via des copains, je suis rentré en contact avec eux et puis ils ont vu mon ébauche de film et ils ont été emballés. Du coup, ils m'ont proposé de me coacher pour la fin et puis de m'aider à diffuser puisqu'ils ont eu un super réseau, quoi. Ouais. Donc ça, c'est top. J'ai appris plein de choses et au final, c'est quand même moi qui ai fait le gros du boulot de réalisation parce qu'on s'était dit que je restais le réalisateur, mais j'avais leurs inputs et leurs conseils, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Ouais. Et je pense que ça a quand même permis, grâce à eux et grâce à d'autres amis qui ont aussi de l'expérience dans les films et grâce à leurs inputs, ça a permis d'amener le film à un niveau supérieur, quoi, parce que en gros, après 1 mois de montage, j'avais un film d'1 heure. J'aurais pu le mettre sur YouTube et ça aurait sûrement eu du succès pour les gens qui font du parapente. Mais le plus dur, c'était clairement de l'amener de ce film d'1 heure au film de 52 minutes de maintenant, qui est beaucoup plus dense et aussi la narration est plus construite. Oui, il est chouette, il est vraiment agréable. Et c'est sûr que... Le premier film, j'étais aussi... bon. Trop bien. Ouais. Mais c'est plein de métiers différents. C'est clair. Ah ouais, non, ça c'est certain. Ce qui t'a le plus posé problème dans le film? Ouais. J'ai pas de trucs... je pense, en tout cas, comme je disais, c'est vraiment
les derniers 20% entre guillemets, mais qui te prennent 80% du temps, tu vois. Ouais. Et c'est pas que ça J'ai m'a... du mal à supprimer aussi, moi, parfois. Je me dis, faut rythmer, mais je me dis, mais Ouais. oui, mais ça, c'est intéressant quand Ouais, même. carrément. Mais après, parfois, tu le montres à des gens, puis ils te font... Enfin, il y a un mec, un pote, je lui ai montré le film, puis il m'a fait, ok, ces 10 minutes-là, tu peux virer. Je suis là, comment ça? Les 10 minutes? Puis après, tu vires et t'es là, ouais, en fait, t'as raison. Et il faut pas mal élaguer comme ça. Puis aussi, parfois, un peu remodeler les séquences. Le film, il reflète pas toujours 100% la réalité. Faut pas le dire Voilà, trop, mais... l'intelligence artificielle et tout. Ouais, c'est fake Non. news. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas d'intelligence Non, mais artificielle. parfois pour Changer un peu l'ordre. pour la narration, c'est plus facile de mettre un événement avant l'autre. Enfin, il y a des endroits où ça se fait facilement, tu vois, genre... Enfin, à un moment, j'atterris au sommet d'une montagne là et je suis super content. Et bah ça vient, je le mets en Suisse, mais en fait c'était en Italie tout au début, tu vois. Mais en fait, ça n'a aucune importance pour le spectateur, que ce soit là ou à un autre endroit. Ouais. Mais ça marche mieux dans la narration, quoi. Et puis au début, quand toi t'as vécu le truc, t'es un peu attaché à l'ordre chronologique des choses. Bah oui. Et en fait, il y a un moment, tu dis ouais, ok, on s'en fout, vas-y, on met ça là. Et il y a pas de temps. Enfin, dans l'ensemble, c'est l'ordre chronologique, mais il y a quelques trucs où Voilà. ça faisait bizarre si je le mettais à l'endroit où c'était vraiment. Donc, Ouais. Non, je comprends ce genre de choix. Mhm. Ouais. Sinon, l'échec qui t'a le plus appris, le truc où tu dis le beau revers, où tu dis ouais, non, j'ai appris ma leçon. À mon avis, c'est les moments où tu te prends un peu où tu te fais un peu corriger, comme quand j'ai fait l'atterrissage débile dans les cailloux, tu vois, là t'es là, putain, mais là j'ai quand même un peu joué, quoi. C'est le genre de truc où t'es pas content, quoi. Après, tu te poses quand même des questions et tout, et tu te remets en question. Donc je pense que ce serait ce genre de choses là. Enfin, j'ai eu des choses similaires en alpinisme où je me dis ok, ça c'est pas des trucs à faire tous les jours, quoi. Parce que donc je dirais ça. Après En général, c'est l'impatience, c'est le moment où on se dit bon, tant pis. ouais, moi je suis un peu impatient parfois. Parfois j'ai aussi peut-être un petit peu trop confiance dans ce que je crois pouvoir faire. Ce qui n'est pas toujours la réalité. Ça Donc, passe large quand ça passe. Vraiment, je veux pas. Ouais, en soi, je pense, tu vois, l'endroit où j'ai atterri dans le pierrier, enfin, c'était pas non plus un maxi pierrier. Il y avait quand même un endroit où c'était plus des gravillons et un endroit où c'était plus des grosses pierres. Ouais. Je pense un très bon pilote, il aurait atterri sans souci là. Moi, j'ai un bon niveau en parapente, mais je suis pas du tout au niveau des meilleurs, quoi, qui auraient pu atterrir sans souci. Donc, je me suis peut-être un petit peu emballé, quoi. Aussi. Donc, ne pas se surveiller. Rester modeste. Ouais, carrément. Ok. C'est quoi le mindset, l'état d'esprit qui t'a le plus aidé? Justement, on en parlait, c'est pas nécessairement l'idouiller. J'ai parlé des amis. Hein. Ouais. Mais vraiment, toi, je pense l'état d'esprit. Pour te lancer déjà et puis pour te relancer. Parce qu'on disait, voilà, il faut déjà se lancer dans le projet. Puis quand on est dedans, continuer à se relancer. Quand on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, de ouf. Je suis crevée, j'en ai marre. Pour se lancer dans le projet, moi, ça me faisait rêver, quoi, tu vois, de faire un projet comme ça. Donc j'avais trop envie, et puis je me suis dit c'est le moment où c'est maintenant qu'il faut essayer, quoi. J'ai toutes les raisons de le faire maintenant, donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis après, pendant la traversée, quand j'en avais, enfin, c'est sûr que parfois c'est pas facile, parce que les conditions étaient vraiment pas terribles, quoi, pendant la traversée en termes de vol. Et parfois, tu te fais vraiment chahuter en l'air. Tu t'atterris et t'es un peu dégoûté, quoi. Enfin, tu vois, t'es là, genre, et en même temps, quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est tellement un problème de riche, quoi, tu vois. Genre, parce que je peux me faire, déjà, j'ai la chance de pouvoir faire tout ça et tout, et puis je me plains parce que en fait, c'est même pas, je me plains parce qu'il fait pas beau. En général, c'était grand soleil, tu vois, j'atterris, il fait grand soleil. Je me plains parce que le vent est à 10 km/h trop fort dans la mauvaise direction, tu vois. Et du coup, à un moment, tu te mets. Le fils d'Éole, y avoir mon mot à dire. Ouais, tu te mets une petite claque et t'es là, bon, allez, c'est bon, quoi.
Vas-y, profite. C'est pas grave si ça prend un petit peu plus de temps. Tiens, c'est vrai, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Je sais pas si ça te dérange, c'est de parler du budget Ouais. pour une aventure comme ça. Ça te dérange pas Non, ça me dérange pas de parler du budget. C'est juste que j'ai pas fait Il a pas fait un d'Excel compte pour ça. précis. Le poids du sac, vous pouvez demander l'Excel, mais pas... Non, le budget, en fait, le budget, du coup, il y a le budget pour l'aventure en tant que tel, et puis le budget pour le film, c'est deux trucs Ouais, on va un parler peu différents de l'aventure. Hein. de l'aventure. Le plus cher, c'est le matériel. Une voile de parapente, c'est si tu l'achètes neuf, c'est 4 000 €, et d'occasion, c'est 2 000 € quoi. Donc c'est sûr que c'est cher. Le matériel d'alpinisme, il faut aussi un paquet de trucs, et c'est cher aussi. C'est quoi environ? Je n'ai pas idée. Hein. Pour s'équiper entièrement en alpinisme, si t'as jamais fait d'alpinisme et que tu dois tout acheter, t'en as pour bien 3 000 € je crois. Parce que tu dois acheter des chaussures, ça te coûte 250 balles, tu achètes une Gore-Tex à 400 balles, tu t'achètes... Enfin bon, ça c'est si t'achètes du bon matos, tu peux acheter moins cher, mais c'est vrai que c'est quand même... Il y a une question de sécurité aussi d'avoir des bons matos. Hein. Ouais, après pas tout le... froid, pas... Ouais, oui, c'est sûr. Après, tout est pas... Enfin, il y a moyen d'avoir pour moins cher. Je veux pas décourager les gens qui voudraient s'y mettre, parce que... Et puis, il y a aussi moyen d'en avoir à prêter et tout. Moi, au début, tu vois, l'alpinisme, ça fait 13 ans que j'en fais, donc ça a été super progressif, quoi, d'acquérir du matériel. Et puis si le club de ski alpinisme belge peut faire avec ses grosses godasses de ski alpinisme... ça, tu vois, il y a ça aussi. Voilà, t'es pas obligé d'avoir le Nec non, Plus Ultra pour... Non, absolument. Et au début, on n'avait pas du tout le Nec Plus Ultra. Et, du moment que c'est safe, pas les cordes à moitié cassées. C'est ça. Quoi. Mais sinon... Mais il y a des associations aussi, des clubs qui te permettent d'avoir du matériel à prêter. Typiquement, le Club Alpin, ils ont du matériel d'escalade qui pourrait prêter pour ce genre d'aventure-là. Okay. Et aussi, j'ai eu la chance d'être aidé par Petzl et par BGD. Donc, Petzl, c'est pour le matériel d'alpinisme. Donc, eux, ils m'ont passé pas mal de matériel qui m'a permis de compléter ou de remplacer mon vieux matos. Et BGD, du coup, ils m'ont passé des voiles, deux voiles de parapente. Et donc, ça, c'est sûr que ça allège le budget. Le stage de simulation d'incident de vol, c'est cher aussi, c'est 200 € par jour, 230 € par jour. Donc, mais là aussi, j'ai été aidé par les passagers du vent qui m'ont soutenu et qui m'ont offert le stage et qui apparaissent dans le film, parce que aussi, je pense honnêtement qu'ils font du super boulot. Oui. Donc au final, concrètement, en termes d'argent, moi, j'ai pas tant dépensé que ça sur la traversée. J'ai acheté la soupe tomate, ça coûte... Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, ce qui m'a coûté pendant la traversée, ça m'a coûté le coût de la vie quotidienne, et j'ai pris un haut de refuge. Ça m'a pas coûté énormément. Enfin, j'ai pas idée du prix d'une nuit en refuge. Tu vas me dire des pensions de refuge si tu prends en pension complète, c'est entre... ça dépend si t'es en Suisse ou si t'es ailleurs, bien sûr. Bien sûr. Mais je dirais... une nuit en refuge sans la nuit... juste la nuit, ça va entre 10 et 30 €, je dirais. Et puis après, tu peux rajouter une trentaine d'euros pour la demi-pension. Quelque chose comme ça. Voilà, du coup, j'ai pas de budget précis, mais et les nuits en chapelle. Ouais, ça coûte moins cher. Les nuits en maison en construction. Mais non, ça m'a pas coûté si cher que ça. Aussi du fait que j'avais tout le matériel du coup qui m'était fourni ou que j'avais déjà, quoi. Et donc si t'as le matos, en fait, ouais, mais c'est assez restreint. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir le matos et d'avoir les formations et les trucs qui te permettent de savoir utiliser ce matos, quoi. En toute sécurité. Donc c'est ça qui coûte cher. Okay. Et donc c'est sûr que c'est un sport de privilégié, quoi. Mais et ça, faut pas l'oublier non plus. Mais après, il y a toujours moyen aussi de trouver des gens qui sont prêts à t'apprendre, il y a moyen de trouver des entourloupes pour le faire pour moins cher. Mais ça reste un sport cher.
Voilà. Puis après, des sports c'est vrai chers. qu'on en parlait avec Samuel, qui lui a traversé de Gibraltar en Turquie, lui à pied. Hein. Mais donc, bon, vu la durée, bon, il faut manger tous les jours quand même, ça fait un budget. Mais il dit, bon, il avait travaillé un peu. Et il dit, après, c'est là où tu mets tes priorités, quoi. Ce que tu vas acheter au quotidien pour pouvoir mettre de côté pour faire ton aventure ou pas. Il y a Ouais. ça aussi, quand tu bosses, c'est vrai que si tu te serres un peu la ceinture parce que tu as un grand rêve et que tu préfères mettre dans ta cagnotte pour vivre ce rêve-là, que, Ouais, c'est ça. que d'aller toutes les semaines au Cinoche ou Oui, c'est sûr. Après, faire moi, livrer des pizzas. Ouais, voilà, ouais, quoi. c'est sûr. Après, moi, j'ai la chance d'avoir, d'être ingénieur et de gagner mieux ma vie que si j'étais au SMIC. Donc, ça aide. C'est clair. Mais c'est jamais reporté. Je pense à Yann Quenet aussi, avec son petit bateau baluchon 4 mètres, là, qui va faire un tour du monde. Ça a sidéré tous les marins. Lui, il bouffe ses aiki noodles ou je sais pas trop quoi, des nouilles chinoises tout le temps. Il dit, ouais, c'est pas la croisière grand luxe, pardon. Mais je crois que quand on veut, on trouve les moyens. Ouais, oui. Si t'as le temps et la liberté aussi personnelle de le faire. Ça, je pense. Parce que quand t'as des contraintes je pense. Pour les gens qui ont la chance de vivre pas à Gaza ou à des trucs comme ça, clair, tu vois, ça, c'est possible. Mais après, non, je parle pour nous, bien sûr. Ouais. Et de cette énorme chance, tu fais bien de la souligner. Ouais. Et je pense par contre que ce qui est trop bien quand t'as un projet, c'est que c'est une super excuse pour aller voir plein de gens. Enfin, t'as vraiment une excuse en or pour aller voir plein de gens super intéressants, quoi. Quand t'as un podcast aussi, je veux te dire. Ouais, de ouf. À fond, tu sais que en plus, tu sais que j'ai déjà pensé à créer un podcast pour rencontrer des gens Mais intéressants. c'est une très bonne idée. Parce que, moi, j'adore avoir une excuse pour aller voir du monde et tout. Et du coup, moi aussi. et aussi, les gens, en fait... les gens sont vraiment prêts à t'aider si t'arrives à les faire rêver eux aussi de ton rêve, quoi. Ouais, c'est ce que je voyais aussi. Je me suis fait la réflexion en regardant ton film où t'es accueilli comme un roi par quelqu'un il t'a juste vu descendre du ciel en parapente et puis t'as demandé où tu voulais loger. Tout de suite, il t'a dit viens chez moi. Ouais. Et je me dis quelque part, ou d'autres avec qui tu mangeais, t'es attablé avec eux, ils t'ont invité comme un roi. Et tu dis, c'est vrai que les gens... aiment écouter ces aventures-là, ça les fait rêver aussi, et quelque part, c'est aussi un beau cadeau, quoi, de partager ça, et à ce moment-là, t'étais bien reçu, parce que, voilà, le rêve, vraiment, ça inspire, quoi. J'ai atterri 20 minutes avant la nuit aéronautique. Du coup, il y a un gars qui m'a abordé avec son vélo, ce qui m'a vu atterrir. Puis je lui ai directement demandé si je pouvais dormir chez lui. Il m'a dit oui, donc je vais aller chez lui là. Et voilà, je dis chez moi pour ce soir. Trop sympa le Thomas. Carrément. Et puis je pense aussi, moi je suis pas du tout encore à ce stade, mais tu vois les gars qui sont très forts dans un truc, ou les gars ou les filles, parce qu'il y a des filles super badass aussi, qui sont très forts dans quelque chose. Ou qui ont réussi entre guillemets à vivre à faire une carrière dans un truc ou quoi. Tout le monde est passé par un stade un peu schlag au début, tu vois. Donc souvent ces gens-là ils sont super contents quand tu viens leur demander leur présenter ton projet avec plein d'envie et tout, et ils se revoient jeunes. Et du coup ça c'était vraiment chouette. Il y a plein de gens qui étaient super, les gens étaient super prêts à m'aider, quoi, et ça c'était chouette. T'as une personne comme ça en tête qui se souvient, tu dis waouh, j'ai appris des plombs, mais trop bien le mec. Moi j'en ai plein en tête, des gens qui. En fait, ce que je trouve trop bien, c'est que si en plus tu crées des nouvelles amitiés, tu vois, de gens que t'avais pas rencontrés. Typiquement, il y avait Stan, c'est un pilote suisse que j'avais été voir pour avoir des infos sur les spécificités locales en vol, et puis après on est pas mal resté en contact, et c'est sympa, tu vois. Et si je vais par là où il habite, on va aller boire un verre et voler un coup ensemble, et c'est cool, ça crée du lien. Bah oui, parce qu'il y a quoi que ce soit de mieux. Franchement, à fond. Que l'aventure, si on l'a fait soi-même, je veux dire, si tu l'avais fait toi-même, qu'il n'y avait pas eu de film et que tu avais partagé avec personne, ça serait sans doute pas la même saveur. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est pas le même projet non plus, quoi. Mais c'est sûr que ça aurait pas la même saveur. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une aventure similaire ? Moi, je crois que ma force dans ce genre de projet-là, c'est que j'ai pas trop de barrières mentales où je me dis ça, c'est pas possible, quoi.
Et du coup, je pense, je pense, il y a pas mal de gens qui le disent, qu'il faut pas s'auto-brider, quoi, tu vois, genre, faut essayer, et puis après, sur un malentendu, ça marche, tu vois. Ça peut marcher, ouais. Ça Tu testes un peu, je quoi. le dis. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est marrant d'essayer, quoi. Enfin, il faut y aller, et ouais, si t'as vraiment un truc qui te fait rêver comme ça, il faut mettre les trucs en place pour y arriver et réfléchir. Enfin, tu réfléchis méthodiquement comment est-ce que je pourrais me donner les meilleures chances d'y arriver, quoi. Et puis t'essayes de mettre le truc en place. Bon, parfois ça marche pas, mais parfois ça marche. Bah oui, et puis je crois que le pire, c'est de se dire j'ai même pas essayé, quoi. Ouais, à fond. Alors, tes prochains projets, ou défis à relever après cette traversée des Alpes? Ben, en fait, du coup, comme je disais, faire un projet comme ça prend 2 ans, et là, dernièrement, ça a été très intense aussi pour finir tout en temps et en heure. Oui, parce que maintenant, c'est le film qui décolle. Ouais, et puis maintenant, il va falloir un peu porter le film dans les festivals et tout, donc ça va demander encore de l'énergie. Il est déjà inscrit dans plusieurs festivals? Oui, je sais pas à quel point on peut déjà dire. D'accord, mais... alors on ne dit pas suivez sur tes réseaux sociaux, je suppose. Ouais, sur Instagram. Vas-y, dis où on peut te retrouver sur Insta. Sur Insta, c'est Guiche 3000, donc GUISH 3000. Et c'est là que je mets la plupart des infos. Sinon, j'ai aussi un site guiche3000.com où il y a toutes les infos. Et avec une newsletter où on peut s'abonner. Et ouais, et en vrai, la newsletter, je l'ai commencé pendant la traversée pour les grands-parents et tout qui utilisent pas du tout Insta. Du coup, je me suis dit, bon, on va la continuer. C'est un très bon plan. Et donc, pour le moment, j'ai pas eu vraiment. Enfin, j'ai du mal à me projeter dans ce que je vais faire après parce que je suis tellement dans mon truc pour le moment. Oui. Mais j'ai déjà quelques idées, mais rien de. Mais en tout cas, à suivre. Et il y en aura sûrement d'autres parce que j'ai vraiment adoré faire ça et j'ai trop envie de recommencer, de continuer. Et ça va sûrement impliquer des amitiés, du parapente ou de l'alpinisme, peut-être de la voile, qui sait, je sais pas. Qui sait? Ouais, bah ça sent bon tout ça. Ouais. Bah tu nous tiendras au courant. Ouais, à fond. Un grand merci pour ton temps aujourd'hui et d'être passé carrément à Namur pour enregistrer en présentiel, c'est tellement plus sympa. Bah, merci à toi. Si tu veux en savoir plus sur Guillaume, tu as déjà un max d'infos dans les notes de l'épisode et encore plus sur le site web de Storylific. Et si la paralpine se retrouve au programme d'un festival près de chez toi, n'hésite pas, tu passeras un bon moment en excellente compagnie. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Si l'épisode t'a plu, donc partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à AS Adventure pour son soutien continu à notre podcast. Et merci à toi pour ton écoute. Ok, ceci est un test. Je teste le micro de Anne-B pour voir si ça marche pour son super podcast. Encore. On continue le test. Allô. Allô, Anne-B, est-ce que tu m'entends? Alors, t'avais quand même bien préparé. Tu avais quand même bien préparé ça. Il va comment? Guillaume. Bonjour Guillaume, est-ce que tu as déjà failli t'écraser sur un rocher? Bon, on peut la recommencer. Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je les rejoins dans ce projet débile? Et ben voilà, c'est dans la boîte.